Surgissant de la brume du sud, l'équipage du Kariba voit le Clary prêt à croiser leur route. Le Kariba vire brusquement à tribord pour éviter une collision et les officiers sur la passerelle du Tricolore regardent Cawan le Kariba tourner, se dirigeant directement vers eux. Le navire à moteur tricolore sous pavillon norvégien transportait 50 000 tonnes de véhicules. Le navire, d'une valeur de 25 millions de dollars, a été construit par la société japonaise de construction navale Tsunashi et lancé en 1987 sous le nom de Nosaxon. En 1996, le Nosaxon a été vendu à Wilhelmsen, Norvège, et renommé Tricolore. Le Tricolore mesurait 190 mètres de long et 32 mètres de large. L'équipage se composait de 22 Philippins, d'un Suédois et du capitaine norvégien. À minuit, le 14 décembre 2002, le navire à moteur tricolore quitte le port de Zeebrugge, en Belgique, transportant 2871 véhicules de luxe neufs, dont des B1, des Volvo et des Saab, d'une valeur d'environ 47,7 millions de dollars. Il transportait aussi 77 conteneurs de pièces pour tracteurs et grues. Le navire se dirige vers Southampton, au Royaume-Uni, avant de traverser l'Atlantique pour rejoindre sa destination finale aux États-Unis. Après avoir levé l'ancre, l'équipage rejoint ses cabines. Le capitaine, le second officier et un matelot qualifié sont sur la passerelle, tandis que le troisième mécanicien est en salle des machines. Le tricolore fait route vers l'ouest à 17,9 nœuds dans un brouillard épais et se prépare à traverser la voie de navigation nord-sud de la Manche. Les dispositifs de séparation du trafic sont comme des autoroutes, et le tricolore approche d'un carrefour près de la frontière entre les eaux belges et britanniques, à environ 20 milles nautiques au nord de Dunkerque. Le navire à moteur Kariba navigue à 16 nœuds dans la même direction, légèrement en avant sur le côté bâbord du tricolore, à environ un demi-mille de distance. Le porte-conteneurs Kariba de 20 000 tonnes et 177 mètres de long voyage de UNFAR vers l'Afrique de l'Ouest. À 02h15, le tricolore manœuvre pour dépasser le porte-conteneurs Kariba. À cause du brouillard dense, l'équipage du Kariba ne voit pas vraiment le tricolore derrière eux, à droite. Leur attention est concentrée sur l'intersection du dispositif de séparation du trafic devant eux. Sur leur écran de navigation, l'équipage du Kariba observe un autre navire qui s'approche, le Clary, un vraquier de 139 mètres. Le second officier du Clary est seul sur la passerelle. Il repère les deux navires à tribord sur son radar, donc à droite. Il envisage de faire un virage important à tribord, permettant à tous les navires de se croiser bâbord à bâbord, ce qui est la convention maritime. Mais même si la voie est libre pour effectuer ce virage, il est limité par les contraintes du chenal et continue donc tout droit. Même si le brouillard est épais et que la loi maritime exige que les navires fassent retentir leurs cornes de brume, les trois navires restent silencieux. Puis, comme prévu, sortant du brouillard épais au sud, l'équipage à bord du Kariba aperçoit le Clary filant à 30 nœuds, vers le nord, sur le point de croiser sa trajectoire. Mais il est plus proche qu'il ne l'avait anticipé. Le Kariba vire brusquement à tribord pour éviter une collision avec le Clary. Les officiers sur la passerelle du tricolore observent le Kariba pendant qu'il dépasse le navire par tribord. Le Kariba vire soudainement à droite, se dirigeant droit vers eux. Dans une tentative d'éviter le navire qui arrive en face, le capitaine du tricolore tourne sa barre à fond sur tribord, mais il est trop tard. La proue du Kariba frappe le côté bâbord ou gauche du tricolore juste derrière la passerelle. L'étrave bulbeuse du Kariba déchire une brèche derrière la cloison étanche du tricolore et perce le réservoir de fuel numéro 3 bâbord. Alors que le tricolore tremble sous le choc, tout le monde à bord est réveillé en sursaut par l'horrible bruit du métal qui se tord. Les hommes sur la passerelle déclenchent rapidement l'alarme générale pour alerter tout le monde à bord et envoient un appel de détresse par radio. L'équipage se rassemble rapidement à son poste de rassemblement, tandis que le navire commence à prendre l'eau et à gîter sur bâbord. Le troisième mécanicien s'échappe par la cage d'ascenseur et rejoint les autres sur le pont. L'équipage au poste de rassemblement met à l'eau un radeau de sauvetage gonflable et abandonne le navire. Malgré la proue gravement endommagée, le Kariba est en meilleur état que le tricolore. Son équipage met à l'eau un canot et cherche le radeau du tricolore dans le brouillard.
Le second officier du navire approchant, le Clary, décide que les deux navires se sont simplement frôlés ou légèrement touchés. Alors il ignore l'appel de détresse, efface ses cartes pour dissimuler sa trace et s'éloigne, disparaissant dans le brouillard. Le tricolore gîte fortement sur bâbord et les officiers sur la passerelle sont forcés de plonger dans l'eau glaciale de la Manche en hiver. Bien que la nuit soit sombre et brumeuse, les trois hommes sont rapidement retrouvés et secourus par le canot de sauvetage du Kariba. Un remorqueur belge nommé Boxer répond à l'appel d'urgence et récupère les 21 membres d'équipage restants sur le radeau de sauvetage du tricolore. La marine belge et les gardes-côtes français sont alertés. Des remorqueurs et un navire de remorquage d'urgence des gardes-côtes britanniques sont envoyés sur place. Mais lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il est déjà trop tard. Le tricolore chavire et coule en moins d'une demi-heure, touchant le fond sablonneux sur son flanc bâbord à 30 mètres de profondeur. Avec une largeur de 32 mètres au mètre beau, la section tribord du navire dépasse la ligne de flottaison. Le tricolore coule à l'intersection de deux voies dans le dispositif de séparation du trafic dans les eaux françaises. C'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées, avec 18% du trafic maritime mondial y transitant. Chaque jour, 400 ou 500 navires traversent ce carrefour en route vers UNFAR, Rotterdam, Brême et Hambourg, certains des plus grands ports d'Europe. Les 24 membres d'équipage du tricolore étant sains et saufs et recensés, le Kariba retourne difficilement au port belge de UNFAR. Le tricolore coule non seulement au milieu d'une zone très fréquentée de la mer du Nord, mais aussi dans une zone ouverte en dehors des bancs flamands, exposée au vent, aux vagues et aux forts courants de marée. Les autorités françaises, Borgars et Aubéan, s'inquiètent du fait que l'épave constitue un danger pour la navigation et une source potentielle de pollution. Elles préparent donc une stratégie anti-pollution pour gérer la situation. L'équipe Marat de la préfecture de la Manche et de la mer du Nord met rapidement en œuvre les protocoles d'urgence et engage une entreprise spécialisée dans la pollution accidentelle de l'eau, appelée CEDA, qui dépêche un expert sur place. Le spécialiste évalue le risque de pollution provenant du carburant et de l'huile à bord du navire. Le tricolore transporte 200 tonnes de gazole, 25 tonnes d'huile lubrifiante et 2000 tonnes de fioul lourd répartis dans 8 ballastes. Ils sont tous intacts et il n'y a aucune indication de fuite. Pour alerter les navires passant dans la zone, un patrouilleur maritime est positionné sur le site de l'épave. 3 bouées lumineuses, chacune de 10 mètres de haut et 2,65 mètres de large, sont ancrées à 150 mètres de l'épave pour marquer l'emplacement exact. La garde côtière de Douvres et les autorités françaises diffusent un avertissement radio Very High Frequency sur le danger chaque heure. Les contrats d'assurance du navire engagent la société de sauvetage et de récupération Smith Salvage pour vider le réservoir de pétrole du tricolore afin de minimiser le risque de pollution. Smith envoie 2 barges pour évaluer le projet et aider à sécuriser le site. Le 16 décembre, seulement 2 jours après l'incident, un cargo néerlandais de 3000 tonnes, nommé Nicolas, entre en collision avec l'épave du tricolore. Le Nicolas est sous vide à ce moment-là et ne subit que des dommages mineurs. Les 2 remorqueurs Smith tirent le Nicolas hors de l'épave et il peut repartir par ses propres moyens. Des patrouilleurs français et anglais sont envoyés pour réorganiser le balisage autour de l'épave. Un garçon équipé d'un système Raycon est placé à 600 mètres de là. Le Raycon émet un écho-radar qui est visible sur tous les écrans. 5 autres bouées lumineuses, cardinales, sont placées à 600 mètres de l'épave. Les marques cardinales indiquent la position sur le compas qu'un navire doit maintenir pour éviter un danger. Français, Belges et Britanniques survolent chaque jour l'épave en hélicoptère pour surveiller d'éventuelles fuites de pétrole. La grue flottante Asian Hercule II est envoyée sur l'épave pour servir de plateforme aux plongeurs lors de l'extraction du pétrole. C'est un travail dangereux. Ils doivent inspecter le navire dans des conditions hivernales, ce qui apporte de forts vents, des vagues déferlantes et une grosse houle, en plus des forts courants de marée dans la Manche. Le navire étant couché sur le côté, les plongeurs accèdent à la coque, ce qui leur permet de percer la quille et les réservoirs de ballast pour installer des vannes. Ils raccordent des tuyaux et une pompe pour siphonner le pétrole vers une barge. Le 21 décembre, une semaine après le naufrage, Smith Salvage commence à pomper le pétrole du navire. La procédure s'appelle le délestage, où la cargaison liquide est transférée d'un navire à un autre. 3 jours plus tard, les autorités françaises donnent l'ordre d'enlever l'épave.
C'est un danger pour la navigation et l'environnement, il doit être retiré. À 19h20 le 1er janvier 2003, un pétrolier turc, Vicky, manque la transmission Récon sur sa station de navigation. 6 balises lumineuses, des avertissements radio Very High Frequency horaires et le navire de la marine française stationné en permanence à proximité et entre en collision avec l'épave à pleine vitesse. Le Vicky mesure 244 mètres de long et pèse 43 500 tonnes. Il transporte 70 000 tonnes d'essence et plus de 2000 tonnes de fioul lourd. À mesure que la marée monte, le Vicky parvient à se remettre à flot et seulement 4 heures plus tard, à 23 heures, il navigue sur un mile jusqu'à un mouillage pour évaluer ses dégâts. Le lendemain, un hélicoptère de la marine française remarque que le côté tribord exposé du Tricolore a encore coulé à cause de la collision et que le Vicky a une citerne d'étrave percée qui laisse s'échapper du pétrole dans l'eau. En raison du mauvais temps, les opérations de nettoyage en mer débuteront dans quelques jours. Plus de 200 oiseaux couverts de pétrole sont secourus. Au cours de la semaine suivante, une partie de la cargaison de Vicky est transférée sur un autre navire et, le 12 janvier, le navire quitte le mouillage. Sous la pression des autorités françaises, britanniques et belges, le groupe Wilhelmsen invite des sociétés de sauvetage à soumissionner pour le renflouement de l'épave. L'épave doit être enlevée dès que possible, en tenant compte avec soin de l'environnement. Seules 3 entreprises soumettent des offres pour l'opération. Le 22 janvier 2003, par mauvais temps, la barge des plongeurs percute l'épave et endommage 2 vannes du réservoir de carburant. Des tonnes de fioul lourd se déversent dans la mer. Le groupe Wilhelmsen déploie des navires anti-pollution sur les côtes françaises et belges pour contenir la fuite. Le 17 février, l'équipe de sauvetage termine le processus de pompage, après avoir extrait autant de carburant et d'huile que possible du navire, mais il ne récupère qu'en que 1700 tonnes sur les 2225 tonnes d'huile que le Tricolore transportait. Beaucoup de pétrole reste dans les cales et les réservoirs de la salle des machines du navire. Les registres de gestion de la pollution montrent qu'un total de 170 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer par de petites fissures dans les réservoirs de carburant. Le 11 avril, le groupe Wilhelmsen attribue le contrat de sauvetage à un consortium d'entreprises. La société néerlandaise Smith Salvage pilote le programme avec Scalda Salvage, URS Salvage and Marine Contracting et Multraship Salvage. Le consortium fait face à la tâche difficile de retirer le grand navire dans des eaux agitées et dans un chenal maritime très fréquenté. Reposant sur son flanc bâbord au fond de la mer, la coque du Tricolore, large de 32 mètres, est trop grande et trop lourde pour être soulevée en un seul morceau, et l'emplacement dans le chenal maritime, soumis aux marées, rend impraticable la construction d'équipements pour redresser le navire et le remettre à flot. La meilleure option pour l'équipe de sauvetage est de découper le porte-conteneurs en sections plus petites et plus faciles à gérer. Après une planification minutieuse, l'équipe de sauvetage choisit de diviser l'épave en 9 segments de 4000 à 6000 tonnes. Chacun, les découpes doivent être précises, ce qui signifie que l'opération nécessite des systèmes de positionnement et de navigation précis, ainsi qu'une étude détaillée de l'épave et de son emplacement. Un système cinématique à longue portée, LRK, permet aux sauveteurs d'obtenir la meilleure précision de positionnement pour le projet. Le récepteur LRK se connecte aux stations du réseau système de positionnement global LRK situé en Belgique et aux Pays-Bas. La précision est améliorée en ajoutant des balises fixes terrestres au calcul. Le réseau LRK couvre de manière complète les régions côtières de la Belgique et de la Hollande, avec une portée d'environ 30 milles nautiques et une précision allant jusqu'à quelques centimètres. L'équipe de sauvetage utilise du matériel LRK pour effectuer un levé hydrographique par échosondeur multifaisceau. L'échosondage multifaisceau est un type de sonar utilisé pour cartographier les fonds marins. Le résultat du levé est une carte tridimensionnelle de l'épave avec une position précise. 2 plateformes de travail sont installées de chaque côté de l'épave. Les plateformes sont stabilisées par des jambes extensibles reposant à 30 mètres sous l'eau. Après l'installation des plateformes, les plongeurs inspectent la coque du Tricolore, marquent les 8 sections à découper et posent des bollards sur chaque segment. Des câbles de levage seront attachés aux bollards lorsque les sections de l'épave seront découpées et extraites de l'eau par des grues.
La principale société de sauvetage, Smith, a également récupéré le sous-marin russe Kursk 2 ans plus tôt, en 2001. Ils ont utilisé le même câble que lors de cette opération de sauvetage. Je mets ici un lien vers la vidéo sur le sauvetage du sous-marin Kursk si vous ne l'avez pas vu. Un navire anti-pollution est disponible pendant toute l'opération, avec les autorités françaises et belges qui surveillent de près afin de prévenir tout dommage possible à l'environnement. Le 22 juillet 2003, la première découpe commence. L'équipe a utilisé un forage directionnel pour poser les câbles de découpe sous le navire. Le système de forage directionnel est exploité par des ingénieurs sur la plateforme. Lorsque le forêt émerge du fond marin de l'autre côté de l'épave, un tube creux est fixé et le forêt est tiré en arrière. Le câble de découpe est ensuite passé d'une extrémité de ce tube à l'autre. Le câble de découpe est un câble en acier de 100 mètres de long de 38 cm d'épaisseur et recouvert de cylindres ou de bagues à pointe qui forment un bord dentelé. Les bagues en sont recouvertes d'un matériau appelé woody, qui est presque aussi dur que le diamant. Le câble de découpe est tendu sous le navire entre deux plateformes, chacune avec un treuil électrique. Le câble s'est progressivement tendu, transformant le filin en une immense tronçonneuse qui se déplace d'avant en arrière, découpant lentement le navire de bas en haut. La poupe avec le moteur est découpée en premier. Lorsque le câble atteint l'arbre d'hélice, il remplace le fil de coupe par un œuf pour pouvoir traverser l'arbre métallique solide. Les plongeurs vérifient constamment le fil de coupe et le navire pour tout changement de position. L'équipe de surface surveille la situation grâce à un flux vidéo provenant des casques des plongeurs. Par beau temps, la première section prend environ 30 heures à découper. Les plongeurs vérifient l'intégrité du segment après découpe et saunent des cadres de levage pour renforcer les zones fragiles. Ensuite, ils fixent les câbles de levage au bollard. Le câble de découpe traverse proprement chaque pont, y compris le moteur. Deux énormes grues flottantes, les Ramba et l'Asian Hercule. Deux soulèvent avant la première section hors de l'eau. La section arrière est soulevée lentement pour permettre à l'eau de s'écouler du navire. Plus elle est soulevée hors de l'eau, plus le poids est transféré sur les énormes grues flottantes. Le centre de gravité doit rester stable et le poids doit être réparti également entre les deux grues flottantes. Quand la section arrière s'élève, l'eau de ballast est pompée hors des réservoirs avant sur les barges de levage. Plus d'eau de ballast est ajoutée au réservoir de ballast arrière. La section arrière est doucement posée sur la barge Géant 4 déjà utilisée pour le sauvetage du Kursk. Géant 4 se dirige vers le port de Zeebrugge en Belgique où une casse spécialisée a été installée pour démanteler les 9 segments. Du plastique est posé pour protéger le sol des fuites de pétrole et des plaques de métal sont placées par-dessus pour supporter le poids de l'épave. Le métal du navire sera recyclé et les voitures de luxe seront démontées dans différentes usines à travers la Belgique. Chaque voiture a besoin d'un certificat de destruction délivré par le constructeur. Les constructeurs automobiles exigent que toutes les voitures soient récupérées et entièrement détruites afin d'empêcher la vente de pièces endommagées, ce qui pourrait entraîner des réclamations sur des pièces défectueuses à l'avenir. Après chaque segment retiré, les plongeurs réalisent un balayage sonar latéral approfondi du site de l'épave et sur la route du Giant 4 jusqu'au port pour s'assurer qu'aucune voiture n'a été oubliée. Le 7 septembre, environ 300 tonnes de fioul lourd se déversant de l'épave, contaminant de grandes portions des plages françaises et belges. Environ 3 semaines plus tard, le 17 octobre, la 8e et dernière découpe est terminée, avec 4 segments encore dans l'eau en attente d'être soulevés et remorqués. L'équipe de sauvetage a remorqué 5 sections à Zeebrugge. Après environ un mois de tempêtes hivernales et de vents violents, ils décident de retarder l'enlèvement des 4 segments restants en raison des conditions météorologiques dangereuses. Pendant l'hiver, les vagues et la houle frappent les 4 derniers segments, et sans la structure renforcée du navire pour les soutenir, ils commencent à se désagréger. Le contrat de sauvetage exige que l'équipe retire toutes les épaves du fond marin, mais l'intégrité structurelle affaiblie des segments restants signifie qu'ils ne peuvent pas les soulever à l'aide de la grue. Afin de dégager le site des voitures éparpillées, des débris et du métal déformé, l'équipe de sauvetage est obligée de revoir son approche. À l'été 2004, l'équipe de sauvetage a utilisé le sonar à balayage latéral pour remapper le champ de débris.
Après les dégâts menant des tempêtes hivernales, retrouver les plus petits morceaux est difficile. Ils utilisent donc un magnétomètre, un grand détecteur de métaux, pour repérer les débris à ras sous la boue et le sable. Les débris sont localisés sur une carte, puis une recherche et récupération systématique suite. L'équipe de sauvetage utilise une grue munie d'une pince ou d'une grande griffe pour remonter les débris à la surface. C'est un processus lent et long comparé au levage des sections de la barge. Pendant l'été, le champ de débris est lentement et méthodiquement dégagé. En octobre 2004, la dernière pièce est remontée, achevant ainsi le renflouement du Tricolour depuis le chenal maritime fréquenté. Plus de 10 000 oiseaux de mer ont été retrouvés morts sur les plages le long du littoral après les différentes marées noires. En janvier 2006, le tribunal de district des États-Unis statue que la décision de Cariba de virer à tribord a été le seul facteur ayant causé la collision. Les propriétaires du Cariba et du Tricolour ont fait appel, affirmant que le Cariba n'était pas seul responsable de la collision. Lors de l'appel, la cour d'appel conclut que les 3 navires sont en faute. Le Cariba a viré à tribord et n'a pas réduit sa vitesse. Le Tricolour a tenté de dépasser le Cariba dans le brouillard, dans un chenal fréquenté, pendant que le Clary montait vers le nord. Et le Clary était censé avoir plus d'une personne à la passerelle et n'a pas modifié sa trajectoire pour éviter une collision. L'opération de sauvetage a duré 16 mois et coûté environ 40 millions de dollars américains, avec la perte du transporteur et de sa cargaison estimée à 88 millions. La perte totale atteint environ 128 millions, soit plus de 200 millions aujourd'hui. Pour les vidéos de l'Organisation des Nations Unies, visitez www.1.org. Transcription par Casting Words.